pendant que j'étais inconsciente après une opération, mon mari a amené sa petite amie enceinte dans ma chambre d'hôpital. Sa mère a dit qu'elle allait peut-être mourir et résoudre leurs problèmes. J'ai tout entendu. Quand je me suis réveillée, les infirmières avaient déjà mis en branle quelque chose de choquant. Quelqu'un qui n'aurait pas dû y avoir accès lisait mon dossier médical. Une jeune voix féminine a dit de regarder ça, alors que des papiers bruissaient à côté de mon lit. Elle a ajouté que le dossier indiquait que l'opération avait été plus compliquée que prévu, avec une hémorragie interne et un temps prolongé sous anesthésie. Hémorragie interne. Mon opération avait été une ablation de la vésicule biliaire de routine. J'avais parlé à mon chirurgien avant l'intervention, et il m'avait assuré que c'était simple, avec un risque minimal. Alors pourquoi cette étrangère discutait-elle de complications qui n'existaient pas lorsque j'avais signé les formulaires de consentement? Joshua a répondu que c'était une bonne chose pour eux, et quelque chose dans son ton a fait monter ma tension artérielle en flèche malgré les sédatifs qui circulaient dans mon système. Une bonne chose pour eux. Les complications médicales étaient une bonne chose pour eux. Avant de poursuivre cette histoire, je tiens à vous remercier d'être ici. Si vous croyez que les femmes méritent d'être protégées contre les prédateurs financiers qui exploitent la confiance et la vulnérabilité, veuillez envisager de vous abonner. Cela nous aide à partager ces histoires importantes avec d'autres personnes qui ont besoin de les entendre. Maintenant, voyons ce que j'ai découvert ensuite. Je me suis forcé à garder une respiration régulière, en gardant les yeux fermés tandis que des bruits de pas se rapprochaient de mon lit. Le son familier des chaussures en cuir de Joshua se mêlait au claquement plus doux de talons que je ne reconnaissais pas. Mon mari depuis 8 ans était dans ma chambre d'hôpital avec une autre femme, discutant de mon état de santé comme s'il s'agissait d'une transaction commerciale. La voix féminine a continué en disant que Rebecca avait mentionné que quelqu'un avait posé des questions sur les polices d'assurance la veille, des questions détaillées sur les procédures de versement et les réclamations des bénéficiaires. Mon infirmière, Rebecca, avait semblé nerveuse plus tôt, tripotant ma perfusion et vérifiant mon dossier à plusieurs reprises. J'avais supposé que c'était une surveillance post-opératoire normale, mais maintenant son comportement prenait un sens terrible. Quelqu'un l'avait questionnée pour obtenir des informations sur mes finances pendant que j'étais inconsciente et vulnérable. Joshua a demandé ce qu'elle savait. La femme a répondu qu'elle ne savait rien, qu'elle s'en était assurée. Elle a ajouté que l'infirmière était suspicieuse quant au timing. Elle n'arrêtait pas de demander pourquoi les membres de la famille avaient besoin d'informations sur les procédures d'assurance avant même que la patiente ne se soit rétablie. Les membres de la famille, au pluriel. Mon esprit s'emballait tandis que j'essayais d'identifier la voix de cette femme. Ce n'était pas sa sœur, ni sa cousine. C'était quelqu'un que je n'avais jamais entendu auparavant. Pourtant, elle parlait avec la familiarité désinvolte de quelqu'un qui appartenait au cercle intime de Joshua. Le lit a légèrement bougé quand quelqu'un s'est assis à côté de moi. J'ai reconnu l'eau de Cologne de Joshua, la même marque de luxe que je lui avais achetée pour notre anniversaire 6 mois plus tôt. Sa main a touché mon front, un geste qui aurait dû être réconfortant, mais qui semblait maintenant calculateur. Il a dit à voix basse que le chirurgien avait mentionné qu'elle pourrait avoir des problèmes de mémoire à cause de l'anesthésie prolongée, et que cela pourrait jouer en leur faveur. Des problèmes de mémoire. J'ai essayé de me souvenir de ma conversation avec le docteur Martinez avant l'opération. Il n'avait mentionné aucun risque de ce genre. Procédure standard, avait-il dit. Chirurgie ambulatoire, retour à la maison le jour même. Alors pourquoi avais-je été inconsciente pendant ce qui semblait être des heures? Et pourquoi Joshua discutait-il de perte de mémoire comme si cela faisait partie d'un plan? La femme a demandé s'il était sûr qu'elle ne pouvait pas les entendre. Il lui a dit de me regarder. Que j'étais complètement dans les vapes. Que les médicaments qu'il m'avait donnés assommeraient un cheval. Mais je pouvais tout entendre. Chaque mot chuchoté, chaque papier froissé, chaque pas autour de mon lit. L'anesthésie se dissipait plus vite qu'il ne le pensait, et ma formation d'enquêtrice en assurance se mettait en marche automatiquement. 8 ans à détecter les fraudes et à analyser les réclamations suspectes m'avaient appris à remarquer les détails que les autres manquaient. La porte s'est ouverte avec son grincement familier, et j'ai entendu les chaussures à semelles souples du personnel médical entrer. Mais au lieu des salutations joyeuses que mes infirmières m'avaient adressées auparavant, il y avait de la tension dans l'air. La voix de Rebecca était ferme, professionnelle. Elle a dit à Monsieur Martinez qu'elle devait lui parler dehors. Joshua a répondu, son ton passant à la voix charmante qu'il utilisait avec les étrangers, qu'ils étaient en train de vivre un moment familial privé. Rebecca a insisté sur le fait que c'était important.
que la politique de l'hôpital exigeait qu'elle discute de certaines préoccupations avec le mari de la patiente. Mon moniteur de fréquence cardiaque a dû trahir quelque chose car Rebecca s'est rapidement approchée de moi, ajustant quelque chose sur ma perfusion. Ses doigts ont effleuré mon poignet, et je l'ai senti prendre mon pouls manuellement, son contact s'attardant plus longtemps que nécessaire. Elle a annoncé que les signes vitaux de la patiente montraient quelques irrégularités. Elle a ajouté qu'elle avait besoin que tout le monde, à l'exception de la famille immédiate, sorte. Joshua a dit fermement que Chelsea était de la famille. Enfin, un nom pour la voix qui avait discuté de mes complications médicales et de mes polices d'assurance. Mais qui était Chelsea? Et pourquoi Joshua la considérait elle comme de la famille alors que je n'avais jamais entendu son nom auparavant? Rebecca a répondu, et je pouvais entendre l'acier dans sa voix, que les dossiers de l'hôpital n'indiquaient que le conjoint et les parents comme membres de la famille autorisée. Elle a ajouté que tous les autres devaient attendre dans le salon familial. Il y a eu un moment de silence tendu avant que j'entende le claquement de talons se diriger vers la porte. Chelsea n'était pas contente d'être renvoyée, mais elle partait. La porte s'est refermée avec un bruit sourd. Rebecca a dit à Joshua que l'opération de sa femme avait duré plus longtemps que prévu, mais sa voix était différente maintenant, plus prudente. Elle a ajouté qu'il y avait eu quelques complications que le chirurgien avait dû traiter. Des complications qui n'existaient pas. J'étais maintenant certaine que quelque chose n'allait pas du tout avec mon dossier médical. Et Rebecca essayait de comprendre ce qui se passait tout autant que moi. Joshua a demandé de quel genre de complications il s'agissait, et j'ai décelé quelque chose dans sa voix. Pas de l'inquiétude, mais de la curiosité, comme s'il recueillait des informations plutôt que de s'inquiéter de la santé de sa femme. Rebecca a expliqué qu'il y avait eu une hémorragie interne qui avait nécessité des procédures supplémentaires. Le temps d'anesthésie avait été considérablement prolongé, et il pourrait y avoir des effets cognitifs temporaires. Il n'y avait eu aucune hémorragie interne. Je me souvenais clairement de l'opération jusqu'à ce que l'anesthésie fasse effet et que le docteur Martinez dise que tout semblait normal. Mais Rebecca était en train de créer un récit, et je commençais à soupçonner qu'elle me protégeait de quelque chose que je ne comprenais pas encore. Joshua a insisté, demandant à quel point ce serait temporaire. Rebecca a répondu que les problèmes de mémoire, la confusion, la difficulté à traiter les informations pourraient durer des jours ou des semaines selon la façon dont son corps réagirait au traumatisme. Traumatisme. Rebecca donnait à Joshua exactement ce qu'il semblait vouloir entendre, que je serais confuse, vulnérable et incapable de comprendre ce qui se passait autour de moi. Mais pourquoi mon propre mari voudrait-il que je sois diminuée? La porte s'est de nouveau ouverte, et j'ai entendu plusieurs bruits de pas entrer. L'énergie dans la pièce a changé radicalement à mesure que plus de gens arrivaient. Une voix de femme plus âgée, vive et impatiente, a demandé comment elle allait. Megan, la mère de Joshua, avec son ton nasal distinctif et sa façon d'aller toujours droit au but sans amabilité. Mais il y avait quelque chose de différent dans sa voix aujourd'hui. Une dureté que je n'avais jamais entendue auparavant. Joshua a répondu qu'elle était toujours inconsciente. Que l'opération avait été plus compliquée que prévu. Megan a dit que c'était une bonne chose, et ce seul mot a fait chuter mon estomac. Elle a ajouté qu'elle allait peut-être mourir et résoudre leurs problèmes. Les mots m'ont frappé comme de l'eau glacée. La mère de Joshua, la femme qui m'avait souri à d'innombrables dîners, qui m'avait serré dans ses bras le matin de Noël, qui m'avait appelé sa fille pendant 8 ans, venait de souhaiter ma mort comme une solution pratique à un problème dont j'ignorais même l'existence. Joshua a dit maman, mais son ton n'était ni choqué ni horrifié. Il était prudent, comme s'il l'avertissait d'être plus prudente dans ses paroles plutôt que d'être en désaccord avec le sentiment. Elle a demandé pourquoi elle disait ça. Qu'elle disait simplement ce qu'ils pensaient tous. Que toute cette situation serait tellement plus simple s'ils n'avaient pas à s'occuper de moi. S'occuper de moi, comme si j'étais un obstacle plutôt qu'un être humain. Comme si mon existence gênait leur plan. La voix de Chelsea est venue de près de la fenêtre. Elle a dit que l'argent de l'assurance couvrirait tout. Elle était revenue malgré les instructions de Rebecca. Et maintenant, elle discutait de ma police d'assurance vie comme si j'étais déjà morte. L'argent de l'assurance. Mon esprit est passé en mode enquêteur, analysant la conversation avec un détachement professionnel malgré l'horreur personnelle de ce que j'entendais. Il discutait de ma mort comme d'une opportunité financière, parlant des versements d'assurance alors que j'étais supposément inconsciente à quelques mètres de là. Joshua a dit à voix basse que Rebecca devenait suspicieuse.
qu'elle posait trop de questions sur qui avait accès aux informations médicales. Megan a répondu qu'il devait alors être plus prudent. Mais que cette opération était un timing parfait. Que personne ne remettait en question les complications lors des procédures médicales. Un timing parfait. Ils avaient planifié quelque chose, et mon opération de la vésicule biliaire leur avait fourni une opportunité que je commençais seulement à comprendre. L'intervention de routine que j'avais programmée des mois auparavant était devenue d'une manière ou d'une autre une partie de leur stratagème. Chelsea a demandé ce qu'il en était de la maison. Joshua a répondu que c'était déjà réglé. Que les papiers avaient été signés avant l'opération. Des papiers? Quels papiers? J'étais propriétaire de la maison de ma grand-mère sans aucune dette. Je l'avais héritée libre de toute charge à son décès il y a 5 ans. Joshua n'avait aucun droit légal sur cette propriété, et je n'avais jamais signé de document lui en donnant la propriété ou des droits d'emprunt. Mais alors que j'étais là, à les écouter planifier ma destruction financière, j'ai réalisé que ma signature pouvait être falsifiée, surtout si j'étais inconsciente et supposément atteinte de troubles de la mémoire. Si je paraissais confuse et vulnérable, qui remettrait en question les affirmations de Joshua sur des documents légaux ou des décisions financières? Toute l'étendue de leur trahison devenait claire, et cela allait bien au-delà d'une simple liaison. C'était systématique, calculé, et avait été mis en branle bien avant que je ressente la première douleur au côté qui a mené à cette opération. Ils ne prévoyaient pas seulement de me remplacer. Ils prévoyaient de m'effacer complètement, de prendre tout ce pour quoi j'avais travaillé et ce que j'avais hérité, tout en faisant passer ma mort pour un accident tragique mais pratique qui résolvait tous leurs problèmes et finançait leur nouvelle vie ensemble. Je suis resté parfaitement immobile, contrôlant ma respiration et mon rythme cardiaque, pendant que les 3 personnes en qui j'avais le plus confiance au monde discutaient des meilleurs moyens de détruire tout ce que j'avais bâti et hérité de la grand-mère qui m'avait élevée pour être forte, indépendante, et ne jamais laisser personne prendre ce qui m'appartenait de droit. Ils n'avaient aucune idée que je pouvais entendre chaque mot, et que chaque syllabe était gravée dans ma mémoire avec la précision de quelqu'un qui avait passé des années à documenter des fraudes et à monter des dossiers contre des gens qui se croyaient plus malins que le système. Au moment où ils ont quitté ma chambre cette première nuit, j'ai su que je ne pouvais pas encore me réveiller. Pas alors que je venais de découvrir la pointe de ce qui était clairement une conspiration bien plus vaste. Je devais rester inconsciente, devais continuer à faire la morte pendant qu'ils révélaient toute l'étendue de leur trahison. Le lendemain matin, Joshua a amené le docteur Martinez pour sa tournée. J'ai gardé ma respiration superficielle et régulière pendant qu'il examinait le site de mon incision et vérifiait mon dossier. Joshua a demandé combien de temps il s'attendait à ce qu'elle reste inconsciente, et j'ai capté la subtile impatience dans sa voix que le docteur a complètement manqué. Le docteur a répondu que cela pourrait être un jour ou 2 de plus. Que l'anesthésie prolongée due aux complications pouvait affecter considérablement le temps de récupération. Complications. Le docteur Martinez répétait le récit que Rebecca avait commencé. Mais quelque chose dans son ton suggérait qu'il n'était pas entièrement convaincu par ses propres mots. Je me suis demandé si Rebecca lui avait parlé en privé de ses préoccupations. Joshua a insisté, demandant s'il y avait un risque d'effet permanent. Le docteur a répondu que pour une opération de la vésicule biliaire, c'était très peu probable. Qu'elle devrait se rétablir complètement. J'ai entendu la brusque inspiration de Joshua, à peine audible, mais révélatrice. Il n'espérait pas mon rétablissement. Il était déçu par le pronostic optimiste du docteur. Après le départ du docteur Martinez, Joshua a passé un appel téléphonique. Je me suis efforcé d'entendre chaque mot alors qu'il se dirigeait vers la fenêtre. Il a dit que le docteur affirmait qu'elle irait bien. Qu'il devait agir plus vite. Non, il ne pouvait pas attendre une semaine de plus. Que la banque posait déjà des questions sur la demande de prêt. Prêt bancaire. Mon rythme cardiaque s'est accéléré, et j'ai dû me concentrer pour garder ma respiration stable. Quelle demande de prêt? Je n'avais demandé aucun prêt, et notre hypothèque avait été remboursée lorsque j'avais hérité de la maison de ma grand-mère. Il a dit que la signature semblait parfaite. Que son gars avait fait un excellent travail. Oui, il comprenait le risque, mais ils étaient engagés maintenant. Falsification de signature, fraude documentaire professionnelle. Ce n'était pas une décision spontanée ou un crime passionnel. C'était un stratagème organisé qui impliquait plusieurs personnes, des faussaires professionnels, et qui avait été planifié pendant des mois, voire des années. Rebecca est entrée pendant sa conversation, et Joshua a rapidement mis fin à l'appel. Elle s'est déplacée autour de mon lit avec l'efficacité habituelle que j'avais appris à reconnaître,
mais je l'ai sentie s'arrêter à mon poignet quand elle a pris mon pouls. Elle a dit à Joshua que le rythme cardiaque de sa femme était élevé. Que c'était inhabituel pour quelqu'un dans son état actuel. Il a demandé si c'était dangereux. Elle a répondu que pas nécessairement, mais que cela suggérait que son corps pourrait traiter les médicaments différemment que prévu. Qu'elle devrait la surveiller de plus près. Rebecca me couvrait, créant des raisons médicales pour les signes vitaux qui trahissaient ma conscience. Elle savait que j'étais éveillé, et elle me protégeait. Joshua a dit qu'il devrait rester avec moi cette nuit, au cas où quelque chose arriverait. Rebecca a répondu qu'en fait, les soins intensifs avaient des politiques strictes pour la nuit. Qu'un seul membre de la famille pouvait rester, et qu'il recommandait aux patients de se reposer sans interruption. Que Joshua devrait rentrer chez lui, dormir un peu. Qu'elle serait surveillée constamment. Rebecca se débarrassait de lui, me donnant de l'espace pour me révéler si je le choisissais, mais je n'étais pas prête. Pas encore. Ce soir-là, après que Joshua soit parti à contre-cœur, Rebecca s'est approchée de mon lit et a parlé à voix basse. Elle a dit qu'elle savait que je pouvais l'entendre. Que mes signes vitaux me trahissaient chaque fois qu'il parlait d'assurance ou de complications médicales. Elle a fait une pause, ajustant ma couverture. Elle a ajouté qu'elle était infirmière depuis 15 ans. Qu'elle avait déjà vu ça. Des hommes qui s'intéressaient plus au pronostic qu'au rétablissement, qui posaient des questions sur les procédures d'assurance au lieu des options de traitement. Elle s'est rapprochée, sa voix à peine audible. Elle a dit qu'elle était divorcée. Que son ex-mari avait essayé quelque chose de similaire quand elle était enceinte de sa fille. L'avait fait se sentir folle. Avait remis en question sa mémoire. L'avait isolée de sa famille. Qu'elle reconnaissait les signes. Une autre pause. Elle a conclu en disant que si je pouvais l'entendre et si j'avais besoin d'aide, je devais juste lui serrer la main une fois le lendemain quand il serait là. Le lendemain matin, Joshua est arrivé tôt, un café à la main, et vêtu de son plus beau costume. Il ressemblait à un mari en deuil pour quiconque ne savait pas mieux. Mais je remarquais maintenant des détails que j'avais manqués auparavant. Son alliance était lâche, comme s'il l'enlevait fréquemment. Son eau de Cologne était différente, plus légère, plus jeune, probablement choisie par Chelsea. Même sa coupe de cheveux était plus récente, coiffée différemment de la coupe conservatrice qu'il avait portée tout au long de notre mariage. Il a demandé à Rebecca s'il y avait eu des changements pendant la nuit. Elle a répondu que son activité cérébrale montrait des schémas plus normaux. Qu'elle pourrait se réveiller à tout moment. Il a répété que ce serait ne pourrait, pas va. Que la médecine n'était pas une science exacte, Monsieur Martinez. Que certains patients se rétablissaient rapidement, d'autres prenaient plus de temps. Qu'il n'y avait aucun moyen de prédire avec certitude. Quand Rebecca a pris mon pouls, je lui ai donné la plus douce pression que j'ai pu. Ses doigts se sont légèrement resserrés en guise de reconnaissance, et j'ai su que j'avais une alliée. Rebecca a dit à Joshua qu'elle revenait tout de suite. Que la politique de l'hôpital exigeait qu'elle aille voir un autre patient, mais qu'elle serait de retour dans 10 minutes. Dès qu'elle est partie, tout le comportement de Joshua a changé. Il a rapproché sa chaise de mon lit et s'est penché. Il a dit qu'il savait que c'était difficile à comprendre, mais que tout ce qu'il faisait était pour le mieux. Que la maison ne faisait que prendre de la valeur à laquelle il ne pouvait pas accéder. Que les prêts les aideraient à construire quelque chose de mieux. Il parlait de lui et de Chelsea, pas de lui et de moi. Il a continué en disant que Chelsea avait été incroyable pendant tout ce temps. Qu'elle s'était occupée de tout pendant que j'étais malade. La maison, les factures, même trier les vieilles affaires de ma grand-mère dans le grenier. Les affaires de ma grand-mère. Chelsea avait fouillé dans les biens personnels de ma famille, décidant de ce qui avait de la valeur et de ce qui pouvait être jeté. L'idée que cette étrangère pleine de suffisance touche les photos de ma grand-mère, ses lettres, ses courtes pointes faites à la main me faisait bouillir de rage. Il a ajouté qu'elle avait trouvé des documents intéressants là-haut. Des polices d'assurance, des comptes d'investissement que je n'avais jamais mentionnés. Que c'était comme si je gardais des secrets à mon propre mari. Il déformait le récit, faisant passer ma discrétion sur l'héritage familial pour de la tromperie. Ma grand-mère avait été prudente avec l'argent, avait épargné et investi judicieusement, et m'avait laissé une sécurité financière que j'avais gardée séparée de nos comptes joints. Non pas parce que je cachais quelque chose, mais parce que c'était l'héritage de ma famille, gagné par des décennies de travail acharné et de sacrifice. Il a dit que le bébé était attendu dans 4 mois. Une petite fille. Que Chelsea avait déjà choisi un prénom, Emma Grace.
d'après ma grand-mère, en fait. Qu'elle pensait que j'apprécierais cela. Et ma Grèce. Ils allaient nommer leur fille d'après ma grand-mère tout en volant tout ce pour quoi elle avait travaillé. La cruauté calculée était à couper le souffle. Rebecca est revenue exactement au moment promis, et Joshua a immédiatement repris son rôle de mari inquiet. Au cours des 2 jours suivants, j'ai perfectionné mon jeu d'inconsciente tout en recueillant des informations sur toute l'étendue de leur trahison. Chelsea venait tous les jours, parfois seule, parfois avec Joshua. Quand elle était seule, elle révélait des détails qui me donnaient la chair de poule. Elle a dit à ma forme supposément inconsciente qu'elle avait porté mes bijoux à ses rendez-vous prénataux. Que ce bracelet de tennis en diamant était magnifique avec ses robes de maternité. Qu'elle le garderait probablement après. Enfin, après que tout soit réglé. Elle a décrit comment elle dormait dans mon lit, utilisait mes produits de soins de la peau coûteux et réorganisait les meubles de mon salon pour mieux s'adapter à ses besoins de grossesse. Elle a parlé de la chambre de bébé qu'il prévoyait dans ce qui avait été mon bureau à domicile, avec un berceau qui coûtait plus que le salaire mensuel de la plupart des gens. Elle a dit que Joshua trouvait que j'avais toujours été un peu ennuyeuse de toute façon. Que je n'avais jamais voulu voyager. Jamais voulu essayer de nouveaux restaurants. Qu'elle allait s'assurer qu'il vive la vie comme il se doit. Ennuyeuse parce que j'avais travaillé 60 heures par semaine pour maintenir le style de vie confortable qu'il appréciait. Parce que j'avais choisi la sécurité financière plutôt que les dépenses impulsives. Parce que j'avais valorisé notre maison et notre mariage plutôt que le divertissement constant et la nouveauté. Le moment le plus dévastateur est survenu le 3e jour de mon inconscience consciente. Chelsea est arrivée en portant la bague de fiançailles de ma grand-mère, pas mon alliance, mais la bague ancienne que mon grand-père avait économisée pendant des mois pour acheter en 1952. Je la gardais dans un coffre-fort, ne la sortant que pour les grandes occasions. Elle a dit à Joshua que celle-ci lui allait parfaitement, exhibant la bague à sa main droite. Qu'elle était beaucoup plus jolie que mon alliance. Plus son style. Joshua l'a averti de garder ça pour plus tard. Que les gens pourraient remarquer si elle portait mes bijoux maintenant. Elle a répondu que ça lui allait si bien, et que ce n'était pas comme si je l'utilisais. Ils avaient été dans mon coffre-fort. Avaient réussi d'une manière ou d'une autre à accéder à des héritages familiaux qui représentaient 60 ans d'amour et d'engagement. Mes grands-parents avaient porté ces bagues pendant la dépression, la Seconde Guerre mondiale, en élevant 5 enfants avec des salaires d'usine, et en célébrant leur noce de diamants quelques mois seulement avant la mort de mon grand-père. Joshua l'a assuré qu'une fois que tout serait finalisé, elle pourrait porter tout ce qu'elle voudrait. La maison, les bijoux, les investissements, tout serait à eux pour en faire ce qu'ils voudraient. Alors que j'étais là, à les écouter planifier leur avenir avec l'héritage de ma famille, j'ai réalisé que ce n'était pas seulement de l'adultère ou même du vol. C'était l'effacement systématique de toute mon existence, jusqu'aux symboles les plus précieux de l'amour qui avait créé ma lignée familiale. Ils n'avaient aucune idée que chaque mot était catalogué par quelqu'un qui avait passé 8 ans à enquêter sur la fraude à l'assurance. Quelqu'un qui comprenait exactement comment documenter les preuves et monter un dossier en béton. Ils pensaient planifier le crime parfait, mais en réalité, ils se confessaient à quelqu'un qui savait exactement comment leur faire payer chaque violation qu'ils avaient commise contre ma famille, mon mariage et ma vie. Le 4e matin à l'hôpital, je savais qu'il était temps de me réveiller. J'avais rassemblé suffisamment de preuves pour comprendre l'ampleur de leur trahison, mais je devais être stratégique quant à ma sortie de l'inconscience. Trop alerte, et ils soupçonneraient que j'avais entendu leur conversation. Trop confuse, et ils pourraient y voir une occasion de me manipuler davantage. J'ai commencé par de petits mouvements, un tressaillement de doigts quand Rebecca a pris mon pouls. Un léger gémissement pendant sa tournée matinale. Elle a immédiatement compris, jouant son rôle à la perfection. « Madame Martinez, pouvez-vous m'entendre ? Vous êtes à l'hôpital, mais vous êtes en sécurité maintenant. » J'ai laissé mes paupières papillonner, plissant les yeux contre les lumières fluorescentes comme si elles étaient trop vives. Joshua a bondi de sa chaise, devenant soudain l'image de l'inquiétude dévouée. « Ma chérie, Dieu merci tu es réveillée. J'ai été si inquiet. » Je me suis concentré sur son visage avec une confusion délibérée, laissant mon front se plisser comme si je luttais pour le reconnaître. « Joshua ? Quoi ? Qu'est-ce qui m'est arrivé ? » Il a répondu que j'avais eu une opération, que je m'en souvenais. Ma vésicule biliaire. Qu'il y avait eu quelques complications, mais que j'allais bien. J'ai touché ma tête avec précaution, grimaçant. Tout semble brumeux. Je me souviens d'avoir conduit jusqu'à l'hôpital, mais après ça.
J'ai laissé ma phrase en suspens, observant son expression passer de l'inquiétude à quelque chose qui ressemblait étrangement à du soulagement. Il a dit rapidement que c'était normal après des complications d'anesthésie. Que le docteur avait dit que je pourrais avoir quelques problèmes de mémoire pendant un certain temps. Des problèmes de mémoire sur lesquels il comptait clairement. J'ai décidé de tester jusqu'où il pousserait cet avantage. Depuis combien de temps suis-je ici? Il a répondu que ça faisait 4 jours. Que j'avais été inconsciente tout le temps. J'ai hoché la tête lentement comme si j'acceptais cette information. As-tu été ici tout le temps? Tu as l'air fatigué. Il a menti sans hésiter qu'il avait à peine quitté mon chevet. Bien que des amis l'aient aidé, apportant de la nourriture, vérifiant la maison. Des amis, au pluriel. Je me suis demandé combien de personnes étaient au courant pour Chelsea et comment il avait expliqué sa présence dans nos vies. Au cours des heures suivantes, j'ai joué mon rôle avec soin, confuse sur les dates, incertaine des événements récents, mais devenant progressivement plus alerte. J'ai posé des questions sur le travail, sur les factures, sur les détails banals de notre vie commune, le regardant inventer des mensonges avec une aisance consommée. Il a dit que ma patronne avait appelé. Que j'avais expliqué ma situation. Qu'elle gardait mon poste, mais qu'il n'y avait aucune pression pour revenir avant que je ne sois complètement rétabli. Ma patronne, Jennifer, ne garderait jamais un poste indéfiniment sans documentation médicale. Je soupçonnais que Joshua ne l'avait pas du tout appelé ou lui avait dit quelque chose de complètement différent sur mon état. Et pour l'argent? Si je ne travaille pas. Il m'a dit de ne pas m'inquiéter de ça pour l'instant. Qu'il s'était occupé de tout. Que l'assurance couvrait les frais médicaux et qu'il avait payé les factures. Payer les factures avec des cartes de crédit à mon nom à partir de comptes auxquels il avait accédé sans autorisation. Mais j'ai hoché la tête avec reconnaissance, jouant le rôle de l'épouse confiante qui croyait que son mari protégeait ses intérêts. Rebecca m'a laissé sortir l'après-midi suivant avec des instructions strictes sur les rendez-vous de suivi et la physiothérapie. Alors que Joshua me poussait en fauteuil roulant vers sa voiture, j'ai croisé son regard et j'ai articulé merci. Elle m'a serré l'épaule et a murmuré « Sois prudente ». Le trajet jusqu'à la maison a révélé d'autres preuves de leur tromperie. La voiture de Joshua avait un nouveau siège bébé à l'arrière, pas encore installé, mais clairement acheté récemment. Quand j'ai fait une remarque à ce sujet, il a prétendu que c'était pour le bébé de sa sœur. Que Lisa lui avait demandé de le prendre car il passait devant le magasin. Le plus jeune enfant de Lisa avait 12 ans. Elle n'avait pas eu besoin de siège bébé depuis plus d'une décennie. Notre maison semblait la même de l'extérieur, mais dès que j'ai franchi la porte d'entrée, j'ai pu voir les changements subtils. Un oreiller de grossesse sur notre canapé, un shampoing différent dans la salle de bain. La boîte à bijoux ancienne de ma grand-mère avait été déplacée de la commode de la chambre au comptoir de la cuisine, comme si quelqu'un l'avait parcouru nonchalamment en cuisinant. Joshua a dit que je devais me reposer, me guidant vers la chambre. Qu'il allait me faire de la soupe. Je me suis installé dans le lit, remarquant que les draps sentaient différemment. Pas seulement propres, un assouplissant complètement différent, peut-être même des draps différents. L'odeur de Chelsea flottait faiblement dans la pièce qui aurait dû être mon sanctuaire. Pendant que Joshua s'affairait dans la cuisine, j'ai examiné attentivement ma table de chevet. Mes flacons de médicaments avaient été déplacés. Le livre que je lisais avant l'opération avait disparu, remplacé par des magazines que je n'avais jamais achetés. Même mon chargeur de téléphone était différent, plus récent, encore dans son emballage. Ils avaient vécu ici, pas seulement visité ou séjourné occasionnellement, ils vivaient réellement dans ma maison, dormaient dans mon lit, utilisaient mes affaires comme s'ils en étaient déjà propriétaires. Pendant le dîner, j'ai prudemment sondé des informations sur nos finances. J'ai dit, en observant sa réaction, que j'avais pensé aux vacances dont nous avions parlé. Que nous pourrions peut-être utiliser une partie de la valeur nette de la maison pour un beau voyage une fois que je me sentirais mieux. Joshua a failli s'étouffer avec sa soupe. Il a dit, en fait, ma chérie, que nous devrions probablement être prudents avec les dépenses en ce moment. Les factures médicales, le temps d'arrêt de travail. Il pourrait être préférable d'attendre. Prudent avec les dépenses alors qu'il avait débité des milliers de dollars sur nos cartes de crédit pour des fournitures de bébé et les besoins de sa petite amie. Et le compte d'investissement de ma grand-mère? J'ai pensé utiliser une partie de cet argent pour des améliorations de la maison. Compte d'investissement? Il avait l'air vraiment confus, ce qui m'a dit qu'il n'avait pas encore trouvé tous mes actifs financiers. Celui qu'elle avait ouvert par le biais de sa coopérative de crédit.
Je pense qu'il y a environ 40 000 $ en obligations et certificats. Ses yeux se sont légèrement agrandis. 40 000 $ dont il ignorait l'existence, auxquels il ne pouvait pas accéder et qu'il ne pouvait pas voler sans ma participation directe. Il a balbutié qu'il ne se souvenait pas que j'en avais parlé avant. Vraiment? J'aurais juré que je t'en avais parlé. C'est peut-être les problèmes de mémoire de l'opération. Je semais des graines de doute sur mon état mental tout en révélant des actifs auxquels il voudrait accéder. Si je paraissais confus et vulnérable, il pourrait faire des erreurs dans son empressement à prendre le contrôle de l'argent dont il ignorait l'existence. Ce soir-là, alors que Joshua pensait que je faisais la sieste, je l'ai entendu au téléphone dans la cuisine. Il disait qu'elle était plus confuse qu'il ne l'espérait. Qu'elle posait des questions sur des choses qui n'existaient pas, oubliait des conversations qu'il n'avait jamais eues. Oui, il pensait qu'il pouvait travailler avec ça. Plus confuse qu'il ne l'espérait. Cela confirmait que mes supposés problèmes de mémoire faisaient partie de leur plan, pas une complication malheureuse avec laquelle il devait composer. Il a dit que le prêt sur la valeur nette de la maison avait été approuvé. Qu'ils auraient accès au fonds d'ici vendredi. Non, elle avait tout signé avant l'opération, tu te souviens? La confusion rend juste les choses plus faciles à expliquer si quelqu'un pose des questions plus tard. Prêt sur la valeur nette de la maison. Ils avaient hypothéqué la maison de ma grand-mère, la propriété qui était payée depuis 5 ans, ma seule véritable sécurité dans ce mariage. Ils avaient d'une manière ou d'une autre falsifié ma signature sur les documents de prêt et traité l'argent emprunté comme leur manne personnelle. Il a dit que Chelsea avait été patiente, mais qu'elle commençait à être visible. Qu'ils devaient agir plus vite. Qu'ils connaissaient les risques, mais qu'ils étaient engagés maintenant. Agir plus vite vers quoi? Ma mort, ma disparition, ou simplement ma destruction financière complète. J'en avais assez entendu. Pendant que Joshua terminait sa conversation téléphonique, j'ai discrètement récupéré la carte de visite que Rebecca avait glissée dans mes papiers de sortie. Sarah Chen, avocate, avec une note manuscrite au dos, spécialisée dans les cas d'abus financiers. Mentionnez mon nom. Le lendemain matin, j'ai dit à Joshua que j'avais un rendez-vous de physiothérapie à 10 heures. Au lieu de cela, je me suis rendu au bureau de Sarah Chen, prête à commencer à monter le dossier qui exposerait chaque crime qu'ils avaient commis et garantirait que l'héritage de ma grand-mère ne financerait jamais le bonheur de personnes qui avaient souhaité ma mort. Assise dans la salle d'attente du cabinet d'avocats, j'ai réalisé que leur plus grande erreur n'était pas de sous-estimer ma conscience pendant ces conversations à l'hôpital. Leur plus grande erreur était de supposer que quelqu'un qui avait passé 8 ans à enquêter sur la fraude à l'assurance ne saurait pas exactement comment documenter les preuves et monter un dossier inattaquable contre des gens qui se croyaient plus malins que le système. Ils m'avaient appris tout ce que je devais savoir sur leurs crimes simplement en discutant devant ce qu'ils croyaient être mon corps inconscient. Maintenant, j'allais utiliser leurs propres mots pour détruire l'avenir qu'ils avaient si soigneusement planifié à mes dépens. Le bureau de Sarah Chen ne ressemblait en rien au cabinet d'avocat d'affaires stérile que j'avais imaginé. Sa réception était chaleureuse, presque thérapeutique, avec un éclairage doux et des fauteuils confortables qui n'intimidaient pas les clients vulnérables. Quand elle m'a appelé dans son bureau, j'ai immédiatement compris pourquoi Rebecca l'avait recommandé. Sarah a dit, en s'installant derrière son bureau avec un bloc-notes jaune, qu'avant de commencer, elle avait besoin que je comprenne que ce que je décrivais n'était pas seulement de l'infidélité conjugale. D'après les informations préliminaires de Rebecca, ils étaient face à de multiples crimes. Elle m'a demandé si j'étais préparé aux conséquences juridiques que mon mari allait encourir. J'ai répondu doucement qu'il avait souhaité ma mort dans ma chambre d'hôpital, alors que j'étais supposément inconsciente et sans défense. Que oui, j'étais préparé à toutes les conséquences qui s'ensuivraient. Sarah a hoché la tête en prenant des notes. Elle m'a dit de tout lui raconter, en commençant par les irrégularités financières que j'avais découvertes. Au cours des 2 heures suivantes, j'ai détaillé chaque conversation que j'avais entendue, chaque transaction suspecte que j'avais remarquée, chaque mensonge que Joshua avait raconté sur mon état. L'expression de Sarah est devenue plus sérieuse à chaque révélation. Elle a expliqué que le prêt sur la valeur nette de la maison était leur point de départ le plus solide. Si ma signature avait été falsifiée sur ces documents, c'était une usurpation d'identité et une fraude bancaire. Elle m'a demandé si j'avais des échantillons de ma vraie signature pour comparaison. J'ai répondu que j'avais 8 ans de déclaration de revenus conjointe, de papiers d'hypothèque, de documents d'assurance. Ma signature était cohérente et distinctive. Elle a dit que c'était bien. Qu'elle aurait besoin de copies de tout. Des relevés bancaires, des factures de cartes de crédit,
des demandes de prêts, des dossiers médicaux de mon opération. Elle m'a demandé si je pouvais y accéder sans éveiller les soupçons. C'est devenu ma mission au cours des semaines suivantes. Chaque après-midi, quand Joshua pensait que je me reposais, je menais en fait l'enquête la plus importante de ma carrière. Je photographiais les relevés bancaires pendant qu'il se douchait, copiais les reçus de cartes de crédit de son portefeuille pendant qu'il dormait, et documentais systématiquement chaque transaction financière qui avait eu lieu à mon insu. L'ampleur de la fraude était stupéfiante. Joshua avait ouvert 3 cartes de crédit à mon nom, contracté 2 prêts personnels en utilisant mon numéro de sécurité sociale, et avait d'une manière ou d'une autre accédé à mon compte de retraite pour effectuer un retrait pour difficultés financières. Le vol total dépassait 80 000 $. Mais les preuves les plus accablantes provenaient de ces messages textes. Lors d'une de ces absences prolongées, j'ai utilisé un logiciel que j'avais appris à connaître dans les cas de fraude à l'assurance pour récupérer les messages supprimés de son téléphone. Les conversations avec Chelsea ont révélé une planification qui remontait à plus d'1 an. Un message datant de 10 mois disait qu'elle était si confiante qu'elle ne vérifiait jamais les relevés bancaires. Chelsea avait répondu que la police d'assurance vie valait 250 000 $, que la maison valait au moins 180 000, plus ses comptes de retraite. Qu'ils avaient juste besoin de la bonne occasion, quelque chose qui ait l'air accidentel. Mes mains tremblaient en photographiant ces messages. Ils n'avaient pas seulement prévu de me voler. Ils avaient fait des recherches sur les moyens de faire paraître ma mort naturelle ou accidentelle. Mon opération de la vésicule biliaire n'avait pas créé leur opportunité. Elle avait simplement accéléré des plans qu'ils avaient déjà faits. Plus je rassemblais de preuves, plus je réalisais que cela devait être plus qu'un simple cas de divorce. Joshua avait manipulé tout le monde dans notre cercle social, notre réseau professionnel et notre famille élargie. Ses collègues de travail croyaient que j'étais en phase terminale. Sa mère pensait que j'étais mentalement instable et financièrement irresponsable. Nos amis communs avaient appris que j'étais contrôlante et émotionnellement abusive. C'est alors que j'ai eu l'idée du dîner. Un soir, j'ai dit à Joshua que je voulais organiser une fête de rétablissement, en observant son visage pour déceler tout signe de panique. Quelque chose pour remercier tous ceux qui nous avaient soutenus pendant ma crise de santé. Il a demandé si c'était vraiment nécessaire. Que j'étais encore en convalescence et que les grands rassemblements pourraient être écrasantes. J'ai répondu que je me sentais prête à socialiser à nouveau. De plus, je voulais montrer à tout le monde à quel point leur gentillesse comptait pour moi. Joshua ne pouvait pas s'y opposer sans paraître peu coopératif, mais j'ai capté le regard inquiet qui a traversé ses traits. Il calculait les risques, se demandant ce que je pourrais dire ou faire devant des témoins. Il a demandé qui je pensais inviter. J'ai répondu que j'inviterais tous ceux qui avaient envoyé des fleurs ou des cartes. Ses collègues qui avaient organisé cette chaîne de repas. Sa famille, bien sûr. Nos voisins qui avaient veillé sur la maison. Que Chelsea devrait absolument venir. J'ai ajouté qu'il avait mentionné à quel point elle avait été utile. La liste des invités que j'ai créée était d'une précision chirurgicale. Chaque personne à qui Joshua avait menti sur mon état, notre mariage ou sa relation avec Chelsea serait dans la même pièce simultanément. Ils entendraient tous la vérité en même temps, ce qui l'empêcherait de créer des récits différents pour différents publics. Pendant que Joshua pensait que je préparais un simple menu de dîner, je créais en fait une présentation multimédia qui exposerait chaque crime qu'il avait commis. Le diaporama commençait de manière innocente, photos de mariage, souvenirs de vacances, réunions de famille, mais intégrés partout se trouvaient des captures d'écran de relevés bancaires, des copies de documents falsifiés et des transcriptions des conversations que j'avais enregistrées pendant mon séjour à l'hôpital. Sarah m'a aidé à me coordonner avec l'inspectrice Maria Santos de l'unité des crimes financiers. L'inspectrice Santos suivait des réseaux d'usurpation d'identité qui ciblaient les femmes mariées, en particulier celles ayant un bon crédit et des actifs familiaux. Elle a expliqué lors de notre réunion que mon cas correspondait à un schéma qu'ils enquêtaient. Des maris qui détruisaient systématiquement l'indépendance financière de leurs femmes, souvent pendant que celles-ci faisaient face à des problèmes médicaux ou des crises familiales qui les rendaient vulnérables. J'ai demandé si les preuves que j'avais rassemblées seraient recevables au tribunal. Elle a répondu que les conversations enregistrées de ma chambre d'hôpital étaient légales. Que j'étais la partie lésée et que j'avais une attente raisonnable que les discussions médicales restent privées. Que les documents financiers étaient mes propres dossiers, et que la récupération des messages textes avait été faite sur des appareils qui étaient en propriété conjointe. Que mon cas était solide. Nous nous sommes arrangés pour que l'inspectrice Santos soit présente au dîner avec 2 autres officiers qui resteraient à l'extérieur jusqu'à ce qu'on ait besoin d'eux.
Le timing devait être parfait. Assez de preuves présentées pour rendre les crimes indéniables, mais pas au point que Joshua puisse prétendre à un coup monté ou à une manipulation. Pendant ce temps, je sécurisais discrètement mon avenir. Le frère de Rebecca, David, s'est avéré être plus qu'un simple consultant en sécurité. C'était un ancien détective de police spécialisé dans la protection des victimes de violences domestiques lors de transitions dangereuses. Il m'a aidé à ouvrir de nouveaux comptes bancaires dans une autre institution financière, à changer les mots de passe de tous mes comptes personnels et à faire en sorte qu'un serrurier change toutes les serrures de la maison de ma grand-mère dès que Joshua partirait pour notre dîner. David m'a averti que le moment le plus dangereux pour les femmes dans des situations comme la mienne était lorsque l'agresseur réalisait qu'il avait perdu le contrôle. Que nous devions supposer qu'une fois que Joshua comprendrait ce qui se passait, il pourrait devenir désespéré ou violent. David a installé des caméras de sécurité dans toute la maison, a documenté chaque objet de valeur et m'a aidé à déplacer les biens les plus précieux de ma grand-mère dans un garde-meuble sécurisé. Nous avons également fait en sorte que mes documents importants, comme l'acte de naissance, la carte de sécurité sociale et le passeport, soient stockés en toute sécurité à l'extérieur de la maison. David a demandé ce qu'il en serait après le dîner. Où j'irai une fois que tout serait révélé. J'ai regardé autour du salon de ma grand-mère, les meubles qu'elle avait économisés pendant des décennies pour acheter, les photos de famille qui chroniquaient des générations de femmes fortes qui avaient survécu à bien pire que des maris infidèles. J'ai dit fermement que je n'allais nulle part. Que c'était ma maison, achetée avec le travail acharné de ma famille et qui m'avait été laissée grâce à la planification minutieuse de ma grand-mère. Que Joshua était celui qui allait partir. 3 semaines après mon réveil stratégique, tout était en place. La liste des invités était confirmée, la présentation des preuves était prête et les forces de l'ordre étaient coordonnées. Joshua pensait assister à une simple célébration de rétablissement qui renforcerait son image de mari dévoué ayant soutenu sa femme pendant une crise médicale. Au lieu de cela, il entrait dans une révélation soigneusement orchestrée qui exposerait chaque mensonge qu'il avait raconté, chaque crime qu'il avait commis et chaque personne qu'il avait manipulée pendant sa campagne systématique pour détruire ma vie et voler l'héritage de ma famille. En envoyant les dernières invitations pour le dîner, j'ai réalisé que la plus grande erreur de Joshua n'était pas seulement de sous-estimer ma conscience pendant ses conversations à l'hôpital. Sa plus grande erreur était de supposer que quelqu'un qui avait passé 8 ans à détecter la fraude à l'assurance ne reconnaîtrait pas les signes lorsqu'elle devenait la cible de l'escroquerie la plus élaborée de sa propre vie. Le soir du dîner, je suis arrivé au restaurant Rosario 2 heures avant l'arrivée prévue des invités. La même salle à manger privée où Joshua avait maladroitement tâtonné avec la bague de fiançailles de ma grand-mère il y a 8 ans, me demandant d'être sa femme tout en promettant de m'aimer et de me protéger pour toujours. L'ironie ne m'a pas échappé que cette pièce serait maintenant le témoin de la destruction de chaque vœu qu'il avait fait. Le personnel du restaurant avait été incroyablement arrangeant lorsque j'avais expliqué que je voulais créer une présentation multimédia pour ma célébration de rétablissement. Ils m'ont aidé à positionner l'écran de projection où tout le monde aurait une vue claire, ont testé le système de sonorisation et ont même fourni un soutien technique pour s'assurer que rien ne se passerait mal pendant la présentation la plus importante de ma vie. Maria, la coordinatrice d'événements qui s'était occupée de nos dîners d'anniversaire au cours des 3 dernières années, m'a demandé si j'avais besoin de quoi que ce soit d'autre. J'ai répondu qu'en fait, il pourrait y avoir des réactions émotionnelles pendant la présentation. Si quelqu'un avait besoin de partir rapidement, je lui ai demandé si elle pouvait s'assurer que les sorties n'étaient pas bloquées. Maria a semblé perplexe, mais a hoché la tête professionnellement. Bien sûr. Est-ce que tout va bien? Tout sera parfait. Les invités ont commencé à arriver à 18h30, exactement comme prévu. Je me suis positionné près de l'entrée, saluant chaque personne avec une chaleur et une gratitude sincères. Le collègue de Joshua, Tom, m'a remis une carte signée par tout leur département. Il a dit sincèrement qu'ils étaient si heureux que je me sente mieux. Que Josh avait été si inquiet pour moi. Qu'ils l'avaient tous été. J'ai répondu que leur soutien avait tout signifié pendant cette période difficile. La sœur de Joshua, Lisa, est arrivée avec son mari, me serrant tous les deux prudemment dans leurs bras comme si je pouvais encore être fragile de ma supposée épreuve. Lisa a dit que j'avais l'air merveilleuse, en étudiant mon visage. Beaucoup mieux que ce que Joshua avait décrit. Il avait donné l'impression que... Comme quoi? Elle a répondu que c'était comme si j'étais beaucoup plus malade que je ne le paraissais. Joshua avait géré différents récits pour différentes personnes, mais les incohérences commençaient à apparaître. Meghan est arrivée à la mode, en retard, faisant sa grande entrée avec la confiance de quelqu'un qui croyait détenir tout le pouvoir dans la dynamique familiale.
Elle m'a embrassé sur la joue avec la même fausse chaleur que j'avais endurée pendant 8 ans, ne se doutant jamais que j'avais entendu chaque mot cruel qu'elle avait chuchoté sur ma mort potentielle. Elle a dit que j'avais l'air étonnamment bien, ma chère, son ton porteur d'assez de surprise pour sonner comme une critique déguisée. J'ai répondu merci, Megan. Je me sens beaucoup plus forte que ce que tout le monde attendait. Joshua et Chelsea sont arrivés ensemble à 19h15, et j'ai observé l'énergie de la pièce changer alors que les gens essayaient de situer la jolie jeune femme qui semblait si à l'aise aux côtés de Joshua. Il l'a présentée avec aisance à chaque groupe d'invités. Il a dit que c'était Chelsea, une amie de la famille qui avait été incroyablement utile pendant le rétablissement de sa femme. Qu'elle s'était occupée de tant de choses pendant qu'il se concentrait sur les visites à l'hôpital. Amie de la famille. La petite amie enceinte portant son enfant était présentée comme une voisine serviable à des gens qui avaient envoyé des cartes de condoléances et organisé des chaînes de repas pour ce qu'ils croyaient être ma maladie en phase terminale. Margaret, de l'autre côté de la rue, a dit que Chelsea était si gentille d'aider. Que cela devait être difficile d'être si jeune et de faire face à une situation médicale aussi grave. Chelsea a répondu que cela avait été un défi, sa main se déplaçant inconsciemment vers son ventre encore peu arrondi. Mais que Joshua avait besoin de soutien, et qu'elle voulait faire tout ce qu'elle pouvait. J'ai regardé cette performance avec fascination. Chelsea avait perfectionné le rôle de l'ami de la famille désintéressée, tandis que Joshua jouait le mari dévoué, portant un fardeau impossible. Aucun des deux ne montrait de culpabilité ou de malaise à mentir à des gens qui se souciaient sincèrement de mon bien-être. À 20h, j'ai appelé tout le monde à l'attention. J'ai commencé, ma voix portant à travers la pièce, que je ne pouvais pas commencer à exprimer à quel point j'étais reconnaissante que vous soyez tous ici ce soir. Que les dernières semaines avaient été les plus difficiles de ma vie, mais que votre soutien, votre gentillesse et votre amour avaient tout signifié pour moi. Des murmures de sympathie et d'encouragement ont parcouru la foule. Joshua m'a souri depuis son siège, Chelsea à ses côtés ayant l'air convenablement sombre. J'ai ajouté que j'avais préparé une petite présentation, quelques photos et souvenirs des 8 dernières années. Que je pensais que ce serait bien de partager quelques moments heureux après une période si difficile. Les lumières se sont tamisées et la première diapositive est apparue à l'écran. Notre photo de mariage, Joshua et moi coupant le gâteau avec des sourires radieux. Le public a fait des bruits d'appréciation, plusieurs personnes commentant à quel point nous avions l'air jeunes et heureux. J'ai continué avec des photos de vacances, des rassemblements de fêtes, des célébrations d'anniversaire. Joshua s'est visiblement détendu, pensant probablement que ce ne serait rien de plus qu'un hommage nostalgique qui renforcerait son image de mari aimant. J'ai dit, alors que des photos de nos premières années remplissaient l'écran, que le mariage n'était pas toujours facile. Qu'il exigeait confiance, honnêteté et engagement. Que cela signifiait protéger les intérêts de l'autre et ne jamais profiter de la vulnérabilité. D'autres photos sont apparues, Joshua et moi lors de barbecues familiaux, de fêtes d'anniversaire, de moments tranquilles à la maison. Ses collègues ont souri d'un air entendu, les membres de sa famille ont hoché la tête en signe d'approbation, et nos voisins ont chuchoté sur le couple dévoué que nous avions toujours semblé être. Mais parfois, ai-je continué, ma voix se durcissant, la personne en qui vous avez le plus confiance au monde s'avère être quelqu'un de complètement différent de ce que vous pensiez. La 15e diapositive a tout changé. Des relevés bancaires ont rempli l'écran, montrant des transactions non autorisées surlignées en rouge. Des factures de cartes de crédit avec des frais pour des meubles de bébé, des vêtements de maternité et des dépenses liées à la grossesse. La pièce est tombée dans un silence complet alors que les gens se penchaient en avant pour essayer de comprendre ce qu'ils voyaient. J'ai dit calmement que c'était des documents financiers montrant 80 000 $ volés sur mes comptes pendant que j'étais supposément en train de mourir à l'hôpital. De l'argent utilisé pour financer une vie secrète avec une petite amie enceinte pendant que mon mari vous disait à tous que j'étais en phase terminale. Des halètements ont éclaté dans toute la pièce. Joshua s'est levé d'un bond, son visage devenant rouge. C'est de la folie. Tu fais une sorte de dépression. L'opération a affecté ton esprit. Assieds-toi, Joshua. Ma voix était calme. Nous n'avons pas fini. Les diapositives suivantes montraient des messages textes entre Joshua et Chelsea discutant de ma police d'assurance vie, planifiant comment diviser mes actifs et calculant la valeur de la maison de ma grand-mère. Photo après photo des preuves que j'avais méthodiquement recueillies au cours du dernier mois. J'ai continué, en regardant directement Tom et les autres du bureau de Joshua, que vous aviez dit à vos collègues que j'étais en train de mourir. Que vous aviez dit à nos voisins que j'étais mentalement instable.
Que vous aviez dit à votre famille que j'étais financièrement irresponsable et contrôlante. Chaque personne dans cette pièce a été trompée et manipulée pour couvrir une liaison, une usurpation d'identité et une fraude. Chelsea a essayé de se lever, mais je n'avais pas fini. Tout le monde, je voudrais vous présenter Chelsea Rodriguez, la petite amie enceinte de Joshua depuis plus d'1 an. Elle a vécu dans ma maison, dormi dans mon lit, porté les bijoux de ma grand-mère et dépensé de l'argent volé sur mes comptes pendant que vous envoyiez tous des cartes de condoléances pour ma supposée maladie en phase terminale. La pièce a éclaté en conversation choquée. Les collègues de Joshua avaient l'air déconcertés. Les membres de sa famille le fixaient avec horreur, et nos voisins commençaient à rassembler des mois de comportements suspects dont ils avaient été témoins mais qu'ils n'avaient pas compris. La diapositive finale est apparue à l'écran contenant juste une phrase en grosses lettres grasses, « Peut-être qu'elle mourra et résoudra notre problème », a dit Megan Martinez pendant que j'étais inconsciente après l'opération. Le visage de Megan est devenu blanc alors que 31 personnes se sont tournées pour la fixer. Joshua avait l'air de pouvoir s'effondrer en réalisant que j'avais été consciente pendant cette conversation dans la chambre d'hôpital. J'ai dit, ma voix portant clairement à travers le silence stupéfait, que j'avais entendu chaque mot que vous aviez prononcé pendant que vous pensiez que j'étais inconsciente et sans défense. Chaque commentaire cruel sur ma mort est en pratique. Chaque discussion sur le partage de mes actifs. Chaque mensonge que vous avez raconté à ces bonnes personnes qui se souciaient sincèrement de mon bien-être. L'inspectrice Santos a choisi ce moment pour entrer dans la salle à manger, son badge bien visible. Derrière elles sont venus 2 officiers en uniforme. Joshua Martinez, vous êtes en état d'arrestation pour usurpation d'identité, fraude bancaire et falsification. Chelsea Rodriguez, vous êtes en état d'arrestation en tant que complice de crimes financiers. Alors que les menottes se refermaient sur les poignets de Joshua devant chaque personne qui l'avait trompé, j'ai réalisé que la justice exige parfois le public parfait pour assister à la chute parfaite de personnes qui confondent la gentillesse avec la faiblesse et la confiance avec la stupidité. L'homme qui avait souhaité ma mort pour résoudre ses problèmes avait plutôt créé la solution parfaite aux miens. Le chaos dans la salle à manger du restaurant a été immédiat et électrique. 31 personnes qui avaient été trompées pendant des mois ont éclaté en conversations superposées, leur voix se mêlant aux protestations de Joshua et aux sanglots de Chelsea alors que les menottes se mettaient en place. L'inspectrice Santos a maintenu un calme professionnel tout en leur lisant leurs droits. Mais je pouvais voir la satisfaction dans ses yeux alors qu'elle arrêtait 2 personnes qui avaient fait l'erreur de sous-estimer leurs victimes. Joshua a crié par-dessus le vacarme, sa voix se brisant de désespoir, que c'était une erreur. Qu'elle était mentalement instable. Que l'opération avait affecté son cerveau. Que rien de tout cela n'était réel. Tom, de son bureau, s'est levé lentement, le visage pâle de compréhension. Tu nous as dit qu'elle était en train de mourir, Josh. Nous avons organisé une chaîne de repas. Nous avons collecté de l'argent pour ta famille. Il a répondu qu'elle était malade. Que les complications étaient réelles. Mais les complications étaient un mensonge, ai-je dit doucement, et la pièce est redevenue silencieuse. Le docteur Martinez peut confirmer que mon opération était de routine. Pas de complications, pas d'anesthésie prolongée, pas de problème de mémoire. Tout ce que vous avez dit à ces gens a été inventé pour couvrir vos crimes. L'inspectrice Santos a terminé les arrestations et s'est tournée pour s'adresser à la foule stupéfaite. Mesdames et messieurs, nous allons avoir besoin de dépositions de toute personne ayant reçu de fausses informations sur l'état de santé, la situation financière ou les circonstances familiales de Madame Martinez. L'inspecteur Rodriguez se coordonnera avec vous pour la planification. Alors que Joshua et Chelsea étaient emmenés, la pièce bourdonnait de conversations choquées. J'ai regardé Megan s'effondrer sur sa chaise, le visage cendré en réalisant que son commentaire cruel à l'hôpital avait été le dernier clou dans leur cercueil. Plusieurs voisins se sont approchés de moi avec des expressions d'excuses. Margaret a dit que nous aurions dû savoir que quelque chose n'allait pas. Que Joshua n'arrêtait pas de dire que j'étais trop malade pour recevoir des visiteurs, mais que nous pouvions me voir travailler dans mon jardin quelques jours seulement avant l'opération. Ne vous blâmez pas. Il est très doué pour la manipulation. Sarah Chen est apparue à mon coude, ayant assisté à toute la confrontation depuis le fond de la pièce. Le timing était parfait. D'ici demain matin, chaque actif sera protégé, et ils ne pourront accéder à aucun compte ou document. Elle avait raison. Pendant que Joshua et Chelsea étaient assis dans des cellules de détention, essayant de digérer leur nouvelle réalité, une machine juridique coordonne et démantelait leur accès à tout ce qu'ils avaient volé ou prévu de voler. Sarah avait préparé des injonctions gelant tous les comptes joints,
des ordonnances judiciaires d'urgence protégeant la maison de ma grand-mère de toute nouvelle charge, et des mises en demeure empêchant toute utilisation supplémentaire de mon crédit ou de mon identité. Le lendemain matin, un appel téléphonique a tout changé quant à la portée de l'affaire. Madame Martinez, ici l'agente Patricia Fleur de la force opérationnelle sur les crimes financiers du FBI. Nous suivons votre cas par le biais des forces de l'ordre local, et nous aimerions discuter des accusations fédérales contre votre mari. Accusations fédérales. Ce que je pensais être une trahison personnelle avait apparemment attiré l'attention d'enquêteurs suivant des schémas d'abus financiers bien plus vastes. Agente Fleur, je ne suis pas sûr de comprendre. Cela semble être une affaire locale. Elle a expliqué que l'approche systématique de votre mari en matière d'usurpation d'identité et d'abus financiers alors que vous étiez médicalement vulnérable correspond à un profil que nous avons établi. Nous pensons qu'il a peut-être appris ces techniques d'autres personnes, peut-être dans le cadre d'un réseau plus large qui cible les femmes mariées lors d'une crise médicale. Les implications étaient stupéfiantes. Les crimes de Joshua n'étaient pas seulement de la cupidité spontanée. Il pourrait faire partie d'un stratagème organisé qui avait victimisé d'autres femmes qui n'avaient pas eu la chance ou l'équipement professionnel pour se défendre. L'agente Fleur s'est arrangée pour me rencontrer cet après-midi-là, apportant des dossiers qui m'ont glacé le sang. Des photos d'autres femmes, d'autres documents falsifiés, d'autres cas où des maris avaient systématiquement détruit la sécurité financière de leurs femmes pendant des périodes de vulnérabilité. Elle a expliqué qu'ils avaient identifié au moins 12 cas similaires en Arizona seulement au cours des 3 dernières années. La méthodologie est presque identique. Falsifier des signatures lors de procédures médicales, prétendre à des problèmes de mémoire dus à l'anesthésie, isoler progressivement la victime du contrôle financier. J'ai demandé si elle disait que Joshua avait été entraîné à faire ça. Elle a répondu qu'ils enquêtaient sur les liens entre mon mari et d'autres auteurs. Que les relevés téléphoniques montraient des contacts réguliers avec des hommes qui avaient été condamnés pour des crimes similaires. Qu'il pensait qu'il pourrait y avoir un réseau informel partageant des techniques et coordonnant potentiellement le timing. Cette révélation a transformé mon cas de vengeance personnelle en quelque chose de bien plus grand. Je ne cherchais pas seulement justice pour moi-même. J'aidais potentiellement à exposer un réseau criminel qui avait détruit d'autres familles. Pendant ce temps, le vrai caractère de Chelsea se révélait sous la pression juridique. Dans les 48 heures suivant son arrestation, elle avait engagé son propre avocat et essayait activement de se distancier des crimes de Joshua. Son avocat a annoncé lors d'une conférence de presse que sa cliente avait été amenée à croire que Madame Martinez était en phase terminale. Que Mademoiselle Rodriguez avait été informée qu'elle aidait un veuf en deuil à se préparer au décès inévitable de sa femme. Qu'elle n'avait aucune connaissance de crimes financiers. L'audace était à couper le souffle. Chelsea, qui avait vécu dans ma maison et porté les bijoux de ma grand-mère, prétendait avoir été trompée sur mon état de santé. La même femme qui avait discuté de ma police d'assurance vie en ma présence supposément inconsciente se présentait maintenant comme une victime innocente de la manipulation de Joshua. Mais sa stratégie d'abandon s'est retournée contre elle de manière spectaculaire lorsque les procureurs lui ont offert un accord de plaidoyer en échange d'un témoignage contre Joshua. Les enregistrements que j'avais faits pendant mon inconscience consciente prouvaient qu'elle avait été une participante active dans la discussion de mes actifs et de ma mort potentielle, pas une spectatrice innocente trompée sur mon état. Les tentatives de Meghan pour limiter les dégâts étaient tout aussi désespérées et inefficaces. Elle a engagé un avocat et a commencé à prétendre que son commentaire à l'hôpital avait été sorti de son contexte et qu'elle avait plaisanté sur le fait que ma mort résoudrait leurs problèmes. Mais Rebecca avait été témoin de toute la conversation et était prête à témoigner de la manière insensible et calculatrice dont ils avaient discuté de ma disparition potentielle comme une solution pratique. Rebecca a dit au procureur lors de sa déposition que Madame Martinez ne plaisantait pas. Qu'elle élaborait une stratégie. Que toute la conversation portait sur le timing, sur la façon dont les complications médicales couvriraient leur plan. 6 semaines après la révélation du dîner, Joshua faisait face à des accusations fédérales pour usurpation d'identité, fraude bancaire, fraude électronique et complot. Les accusations locales incluaient la falsification, la maltraitance des personnes âgées et la tentative de vol de biens. Les peines combinées pourraient entraîner des décennies de prison fédérale. Les preuves contre lui étaient accablantes, conversations enregistrées, transactions financières documentées, témoignages du personnel de l'hôpital, et maintenant une enquête fédérale sur ses liens avec d'autres criminels similaires. Son avocat de la défense laissait déjà entendre qu'il y aurait des négociations de plaidoyer. L'agente Fleur a expliqué que le cas de mon mari était devenu ce qu'ils appelaient une poursuite qui mettait fin à une carrière.
que les preuves étaient si complètes que contester les accusations serait un suicide professionnel pour tout avocat de la défense. Assise dans le bureau de Sarah Chen, examinant la montagne de documents juridiques qui protégeraient mon avenir et assureraient la condamnation de Joshua, j'ai réalisé que sa trahison systématique avait en fait créé la piste de preuves parfaite pour sa propre destruction. Son approche méthodique pour voler ma vie avait fourni des preuves méthodiques de chaque crime qu'il avait commis. L'homme qui avait planifié ma mort comme une solution pratique à ses échecs moraux avait plutôt orchestré les conséquences juridiques les plus complètes et les plus dévastatrices imaginables pour lui-même et tous ceux qui l'avaient aidé. La justice n'était pas seulement rendue. Elle était rendue avec la même précision calculatrice qu'il avait utilisée pour planifier ma destruction. Sauf que maintenant, c'était moi qui contrôlais le résultat. La première fois que je suis retourné dans la maison de ma grand-mère après l'arrestation de Joshua, je suis resté sur le seuil pendant près de 10 minutes avant de pouvoir me forcer à le franchir. David a attendu patiemment à côté de moi, comprenant sans explication que ce moment exigeait un courage que je n'étais pas sûr de posséder. Il a dit doucement de prendre mon temps. Qu'il n'y avait pas d'urgence. Mais il y avait une urgence, un besoin pressant de me réapproprier l'espace qui avait été violé par des gens qui avaient vu ma mort potentielle comme une solution pratique à leur cupidité. Je suis entré et j'ai immédiatement remarqué la subtile anomalie qui imprégnait chaque pièce. La disposition des meubles était différente, des tableaux avaient été déplacés, et il y avait une odeur persistante qui n'appartenait pas à cet endroit, le parfum de Chelsea mélangé à des produits de nettoyage inconnus. Dans la chambre principale, j'ai découvert des preuves qui ont fait trembler mes mains. Le matelas était neuf, portant encore des étiquettes indiquant une date d'achat d'il y a 3 semaines. Ils avaient remplacé le cadre de lit ancien de ma grand-mère par quelque chose de moderne et de bon marché. Ces courtes pointes faites à la main avaient disparu, probablement vendues ou jetées pour faire de la place aux préférences de Chelsea. Mais en fouillant dans ce qui restait de mes affaires, j'ai fait des découvertes qui ont révélé la véritable ampleur de leur vol. Dans une boîte à chaussures cachée derrière des manteaux d'hiver, j'ai trouvé des reçus de prêteurs sur gage et de bijouterie. Joshua avait systématiquement vendu la collection de bijoux de ma grand-mère, des pièces qui étaient dans notre famille depuis des générations, y compris la broche camée de sa mère et le collier de perles que mon grand-père lui avait offert pour leur 25e anniversaire. J'ai dit à David, en tenant un bout de papier, que ce reçu datait du mois dernier. Qu'il avait vendu la bague de mariage de mon arrière-grand-mère pour $300. Elle était estimée à plus de $2000. David m'a assuré que nous pouvions récupérer certaines de ces pièces grâce au processus de restitution. Que les prêteurs sur gage étaient tenus de conserver les articles pendant des périodes spécifiques, et qu'avec une documentation de vol, nous pouvions les forcer à rendre les héritages familiaux. La cuisine a révélé des preuves plus douloureuses de leur vie domestique. Des livres sur la préparation à l'arrivée d'un bébé empilés sur le comptoir, des vitamines prénatales dans l'armoire à pharmacie, et un réfrigérateur couvert de photos d'échographie et de rappels de rendez-vous. Ils avaient construit leur future famille dans la maison que ma grand-mère m'avait laissée, utilisant des meubles qu'elle avait économisés pendant des décennies pour acheter et prévoyant d'élever leur enfant dans des pièces où ma famille avait créé des souvenirs s'étendant sur 3 générations. Mais la découverte la plus dévastatrice est venue lorsque j'ai ouvert le coffre en cèdre de ma grand-mère dans la chambre d'amis. Il était vide, à l'exception d'une seule note manuscrite de Joshua, vendu linge de maison ancien pour $100. Vêtements de bébé ancien $200. Album photo à la poubelle. Poubelle. Ils avaient jeté des photographies de familles irremplaçables, y compris des photos de mes arrière-grands-parents qui avaient immigré du Mexique avec rien d'autre que l'espoir et la détermination. Des décennies de souvenirs soigneusement conservés disparus parce que Chelsea avait besoin de place pour ses propres affaires. Je me suis assise par terre à côté du coffre en cèdre vide et j'ai pleuré pour la première fois depuis la découverte de leur trahison. Pas des larmes d'apitoiement sur moi-même ou de chagrin d'amour pour l'infidélité de Joshua, mais un deuil pour l'histoire familiale irremplaçable qui avait été négligemment détruite par des gens qui ne voyaient de valeur que dans le gain financier immédiat. David m'a trouvé là 20 minutes plus tard, m'a tendu des mouchoirs sans commentaire, et a commencé à m'aider à cataloguer tout ce qui avait été volé, vendu ou détruit. Son approche méthodique m'a rappelé que ce n'était pas seulement une perte personnelle. C'était une preuve dans une affaire criminelle en cours qui garantirait que Joshua paierait pour chaque violation qu'il avait commise. Il a dit, alors que nous documentions les espaces vides où des héritages familiaux avaient autrefois été exposés, que l'important était que j'ai survécu. Que tout le reste pouvait être remplacé, récupéré ou reconstruit. Retourner au travail s'est avéré plus difficile que je ne l'avais prévu. Mes collègues de la compagnie d'assurance avaient reçu des informations contradictoires sur ma crise de santé de la part de la campagne de tromperie soigneusement orchestrée par Joshua.
Certains croyaient que j'avais été en phase terminale. D'autres pensaient que j'avais fait une dépression nerveuse. Et quelques-uns avaient appris que je faisais face à des problèmes financiers familiaux qui affectaient ma stabilité et mon jugement. Ma superviseure, Jennifer, m'a appelé dans son bureau lors de ma première semaine de retour. Elle a dit, son expression préoccupée mais professionnelle, que nous devions discuter des incohérences dans les informations que nous avions reçues concernant mon congé maladie. Que mon mari les avait contactés à plusieurs reprises avec des mises à jour sur mon état, mais que les détails changeaient considérablement d'un appel à l'autre. J'ai demandé ce qu'il lui avait dit exactement. Jennifer a consulté ses notes. Initialement, il a dit que vous aviez des complications suite à une opération de routine et que vous seriez absente pendant une semaine. Puis il a appelé en disant que vous étiez aux soins intensifs avec des problèmes potentiellement mortels et que vous ne pourriez peut-être pas retourner au travail du tout. Une semaine plus tard, il a affirmé que vous étiez stable mais que vous souffriez de perte de mémoire et de problèmes cognitifs qui pourraient affecter votre capacité à traiter des cas complexes. Chaque mensonge avait été calculé pour gérer différents aspects de son stratagème. Les complications potentiellement mortelles justifiaient son besoin de soutien émotionnel de la part de ses collègues. Les problèmes cognitifs couvraient tous les documents financiers que je pourrais remettre en question plus tard. Le délai prolongé lui donnait plus d'opportunités de commettre une fraude pendant que j'étais supposément diminué. J'ai dit à Jennifer que j'avais des dossiers médicaux prouvant qu'aucune de ces complications ne s'était produite. Que mon opération était de routine, ma convalescence normale, et que je n'avais jamais été aux soins intensifs. Que mon mari menait une fraude élaborée qui nécessitait d'expliquer mon absence des activités normales. L'expression de Jennifer est passée de l'inquiétude à l'étonnement alors que j'expliquais les faits de base de l'affaire. Quand j'ai eu fini, elle secouait la tête avec incrédulité. Vous avez documenté tout cela en faisant semblant d'être inconsciente. C'est un travail d'enquête qui dépasse tout ce que nous faisons ici. La nouvelle de mon cas s'est rapidement répandue dans le bureau, et au lieu de la sympathie ou de la suspicion que j'attendais, je me suis retrouvé à recevoir le respect et la reconnaissance de collègues impressionnés par mon approche méthodique de la collecte de preuves. Les associés principaux ont commencé à me consulter sur des cas de fraude complexes, en particulier ceux impliquant l'abus financier d'adultes vulnérables. Robert Chin, le mari de Sarah et spécialiste de la fraude dans notre entreprise, a expliqué que mon expérience me donnait des perspectives que la plupart des enquêteurs n'avaient pas. Que je comprenais le point de vue de la victime tout en maintenant une objectivité professionnelle sur la méthodologie criminelle. En 3 mois, j'ai été promue enquêtrice principale en fraude avec une spécialisation dans les crimes financiers domestiques. Mon salaire a considérablement augmenté. Ma réputation professionnelle était plus forte que jamais, et j'ai été invité à prendre la parole lors de conférences de l'industrie sur la détection et la prévention de l'abus financier conjugal. Le règlement juridique des crimes de Joshua a dépassé mes attentes. La restitution comprenait non seulement les 80 000 $ qu'il avait volés, mais aussi des dommages et intérêts supplémentaires pour détresse émotionnelle, le coût de la récupération des biens volés et des pénalités pour violation des lois sur la protection des consommateurs. Combiné à la récupération des actifs qu'il avait cachés et au paiement d'assurance pour fraude prouvée, je me suis retrouvé dans la position financière la plus solide de ma vie d'adulte. Plus important encore, je comprenais maintenant exactement où se trouvait chaque dollar de mon argent, comment chaque compte fonctionnait et quelle protection juridique existait pour prévenir de futurs abus. La littératie financière que j'avais acquise en enquêtant sur mon propre cas m'avait transformé de quelqu'un qui faisait confiance aveuglément en quelqu'un qui vérifiait tout. Mais la partie la plus précieuse de ma guérison est venue en travaillant avec le docteur Elena Rodriguez, une thérapeute spécialisée dans la trahison, les traumatismes et les abus financiers. Nos séances m'ont aidé à comprendre que la tromperie systématique de Joshua n'était pas un reflet de ma valeur en tant qu'épouse ou de mon jugement en tant que personne. Le docteur Rodriguez a expliqué que les abuseurs financiers sophistiqués ciblent les femmes qui sont dignes de confiance, qui réussissent et qui sont financièrement stables. Que ma confiance n'était pas une faiblesse. C'était la qualité même qui faisait de moi une cible attrayante pour quelqu'un qui se spécialisait dans l'exploitation des bonnes personnes. Apprendre à faire de nouveau confiance à mes instincts a demandé de la pratique et de la patience. L'amitié de David m'a offert un espace sûr pour redévelopper la confiance en ma capacité à juger le caractère et à reconnaître la gentillesse authentique. Son honnêteté constante, son respect pour mon indépendance et son manque total d'intérêt pour ma situation financière ont prouvé que des personnes dignes de confiance existaient encore. Le docteur Rodriguez m'a appris que la guérison ne consistait pas à devenir suspicieuse envers tout le monde. Elle consistait à développer le discernement, la capacité de distinguer les personnes qui méritent la confiance de celles qui l'exploitent.
Assise dans le salon restauré de ma grand-mère 6 mois après l'arrestation de Joshua, entourée d'héritages familiaux récupérés et de nouveaux souvenirs que je créais, j'ai réalisé que sa trahison m'avait finalement libéré d'un mariage bâti sur des mensonges et m'avait donné l'occasion de découvrir des forces que je n'aurais jamais su que je possédais. La femme qui était allongée, inconsciente et vulnérable dans ce lit d'hôpital, était Renée en tant que personne qui ne permettrait plus jamais à quiconque de confondre sa gentillesse avec la faiblesse ou sa confiance avec la stupidité. Le matin de l'audience de détermination de la peine de Joshua est arrivé avec le genre d'air frais d'automne qui rendait tout plus net, plus défini. Je me suis habillé avec soin dans le tailleur bleu marine de ma grand-mère, celui qu'elle portait pour les grandes occasions, ajusté pour me convenir parfaitement. Il semblait approprié d'avoir sa force avec moi alors que j'assistais au dernier chapitre du règlement de compte juridique de Joshua. David a proposé de m'accompagner, mais c'était quelque chose que je devais faire seul. En montant les marches du palais de justice, j'ai aperçu une silhouette familière recroquevillée sur un banc près de l'entrée. Joshua était assis, les épaules courbées, portant un costume mal ajusté qui flottait sur sa silhouette amoindrie. 6 mois en prison de comté en attendant sa sentence l'avaient transformé de l'homme confiant qui avait souhaité ma mort en quelqu'un qui semblait vaincu par des conséquences qu'il n'avait jamais imaginé affronter. Il a levé les yeux alors que je m'approchais, et j'ai vu une lueur de reconnaissance traverser ses traits. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. J'ai étudié l'homme avec qui j'avais été marié pendant 8 ans, cherchant toute trace de la personne que j'avais autrefois aimée. Ce que j'ai vu à la place, c'est quelqu'un qui avait tout misé sur ma destruction et qui avait tout perdu. Il a finalement dit, savoir rauque après des mois de stress juridique, que j'avais l'air bien. Je vais bien. Mieux que je ne l'ai été depuis des années, en fait. Joshua s'est agité inconfortablement sur le banc, jetant un coup d'œil vers l'entrée du palais de justice où son avocat commis d'office l'attendait probablement. Il a commencé, ses mots sortant en un flot précipité, qu'il savait que je ne pouvais probablement pas lui pardonner. Mais qu'il avait besoin que je sache qu'il n'avait jamais voulu que ça aille aussi loin. Que la grossesse n'était pas prévue, et que lorsque Chelsea lui avait parlé du bébé, il avait paniqué. Qu'il avait pris de terribles décisions, mais qu'il n'avait jamais voulu me faire de mal. L'excuse était tout ce que j'attendais, intéressée, incomplète et plus axée sur son état émotionnel que sur les dommages qu'il avait infligés. Je l'ai laissé finir avant de répondre. J'ai entendu chaque mot que tu as dit pendant que j'étais inconsciente. Chaque mot. Son visage s'est décomposé alors que tout le poids de cette déclaration le frappait. Les conversations à l'hôpital où il discutait des versements de mon assurance vie. La manière désinvolte dont il avait prévu de diviser mes actifs. Le calcul cruel derrière chaque mensonge qu'il a raconté sur ma santé. Il réalisait que j'avais été consciente pour tout cela. Il a chuchoté, « Tu as entendu ? Ta mère souhaitant ma mort pour résoudre vos problèmes. » Chelsea discutant de la façon dont les bijoux de ma grand-mère lui allaient mieux qu'à moi. Tes appels téléphoniques sur les signatures falsifiées et la perte de mémoire qui me rendrait plus facile à manipuler. Tout ça. Joshua a enfoui son visage dans ses mains, et j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Pas de la satisfaction, pas de la colère, mais une étrange sorte de paix. L'homme qui avait systématiquement planifié ma destruction comprenait enfin l'ampleur de ce que sa cruauté lui avait coûté. Il a dit soudainement, en levant les yeux avec un regard désespéré, « Le bébé. Emma Grace est magnifique. Elle a les yeux de ta grand-mère. » L'audace de nommer sa fille d'après ma grand-mère tout en volant tout ce qu'elle m'avait laissé était à couper le souffle, mais j'ai réalisé que cela n'avait plus le pouvoir de me blesser. J'ai demandé, sincèrement curieuse de savoir ce qu'il en était de la jeune femme qui avait été si confiante de me remplacer, comment Chelsea s'en sortait. Il a répondu qu'elle avait du mal. Qu'elle vivait chez ses parents, travaillait dans un restaurant et nettoyait des bureaux le soir. Que le bébé avait des coliques, pleurait constamment. Que ses parents aidaient, mais qu'il n'était pas content de la situation. Le conte de fées de Chelsea s'était heurté à la réalité. La jeune femme pleine de suffisance qui avait porté mes vêtements et dormi dans mon lit découvrait que la maternité célibataire tout en soutenant un condamné n'était pas l'aventure romantique qu'elle avait imaginée. Elle ne te rend pas visite ? Joshua a secoué la tête, la honte colorant ses traits. Elle ne peut pas se permettre de prendre des congés, et ses parents lui ont interdit d'amener Emma en prison. Ils ont dit qu'ils ne laisseraient pas leur petite fille être exposée à cet environnement. Et ta mère ? Maman a été. Il a fait une pause, luttant avec les mots. Elle a dû quitter son église. Les gens parlaient, disaient des choses terribles sur le fait qu'elle avait souhaité ma mort. Ses amis ne lui parlent plus.
Elle a déménagé à Phoenix pour vivre avec ma tante, mais même les réunions de famille sont gênantes maintenant. Le murmure cruel de Meghan avait détruit plus que sa simple relation avec moi. Il avait fait d'elle une paria dans la communauté où elle avait vécu pendant 40 ans. La femme qui avait pensé que ma mort résoudrait leurs problèmes avait créé des problèmes qui la suivraient pour le reste de sa vie. Un huissier est apparu à l'entrée du palais de justice et a appelé le nom de Joshua. Son audience de détermination de la peine allait commencer. Il a demandé en se levant, ajustant la veste qui ne lui allait plus correctement, si je serais là. Oui. J'ai un témoignage sur l'impact sur la victime à livrer. Il a hoché la tête, acceptant cela comme faisant partie des conséquences qu'il avait méritées. Alors qu'il se dirigeait vers l'entrée du palais de justice, j'ai senti le poids de 8 ans de mariage se lever enfin de mes épaules. L'homme qui disparaissait par ses portes était un étranger qui avait porté le visage de Joshua tout en planifiant systématiquement ma destruction. À l'intérieur de la salle d'audience, j'ai pris place au premier rang et j'ai regardé le processus juridique qui avait consommé des mois de ma vie arriver à sa conclusion. Le procureur a exposé les charges, usurpation d'identité, fraude bancaire, falsification, maltraitance des personnes âgées, complot. Chaque chef d'accusation représentant un choix délibéré que Joshua avait fait de privilégier ses propres désirs au détriment de ma sécurité et de ma sûreté financière. Lorsque j'ai été appelé à livrer ma déclaration sur l'impact sur la victime, je me suis levé et j'ai fait face au juge avec la même confiance que j'avais développée pendant 8 ans d'enquête sur la fraude à l'assurance. Votre honneur, l'accusé n'a pas seulement volé de l'argent ou falsifié des signatures. Il a systématiquement prévu d'effacer mon existence, de voler l'héritage de ma famille et de construire sa nouvelle vie sur les fondations de ma destruction. Pendant que j'étais inconsciente après une opération, il a amené sa petite amie enceinte dans ma chambre d'hôpital et a discuté de ma mort potentielle comme d'une solution pratique à ses échecs moraux. J'ai parlé pendant 10 minutes, détaillant non seulement les crimes financiers mais aussi la manipulation émotionnelle, les mensonges racontés aux amis et à la famille, et la manière calculée dont il avait utilisé ma confiance et ma vulnérabilité contre moi. Quand j'ai eu fini, la salle d'audience était silencieuse, à l'exception du bruit des sanglots discrets de Joshua. La juge Patricia Martinez, sans lien de parenté avec Joshua malgré le nom de famille partagé, a prononcé une sentence qui reflétait la gravité de ses crimes, 8 ans de prison fédérale, restitution complète de tous les fonds volés plus des dommages et intérêts, et 5 ans de probation surveillée à sa libération. Il purgerait sa peine dans un établissement fédéral à 3 heures de route, garantissant que les visites de Chelsea seraient coûteuses et difficiles, même si elle choisissait de maintenir leur relation. Alors que l'huissier emmenait Joshua menotté, j'ai ressenti un sentiment d'achèvement que je n'attendais pas. L'homme qui avait planifié ma mort comme une solution à ses problèmes avait plutôt orchestré la destruction complète de sa propre vie et de son avenir. En sortant de ce palais de justice, j'ai réalisé que la trahison de Joshua avait été le catalyseur des découvertes les plus importantes de ma vie d'adulte. J'avais appris que j'étais plus forte, plus intelligente et plus résiliente que je ne l'avais jamais imaginé. La maison de ma grand-mère était vraiment à nouveau la mienne. Mon avenir financier était assuré, et j'avais une compréhension claire de ma propre valeur que personne ne pourrait manipuler ou détruire. La femme qui était allongée, inconsciente dans ce lit d'hôpital, écoutant des gens discuter de sa mort comme d'une solution pratique, avait été transformée en quelqu'un qui ne permettrait plus jamais à quiconque de confondre sa gentillesse avec la faiblesse ou sa confiance avec la stupidité. La justice avait été rendue, mais plus important encore, on m'avait offert l'opportunité de reconstruire ma vie sur une fondation de vérité, de force et de respect de soi qui me protégerait pour tous les défis à venir. Si cette histoire de justice parfaite vous a captivé, cliquez sur le bouton j'aime tout de suite. Ma partie préférée a été quand elle a révélé qu'elle avait entendu chaque mot qu'il avait dit pendant qu'elle était inconsciente. L'expression sur le visage de Joshua a dû être inestimable. Quel a été votre moment préféré? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Ne manquez pas d'autres histoires incroyables de femmes qui se défendent. Abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne jamais manquer une nouvelle publication.